Lucas Chevalier est-il un flop déjà au Paris Saint-Germain? L'arbitrage français continue encore et toujours de décevoir week-end après week-end. Et nous, on va faire nos petits pronos de la journée qui arrive. Mais avant ça, générique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo prono. Vous le savez, comme chaque semaine, on se retrouve pour parler de la Ligue 1, pour parler de la Ligue 2, pour parler de l'actualité du football français. Tous ensemble, ça nous fait plaisir de nous retrouver comme ça, tous ensemble, chaque semaine, pour évoquer ces petits sujets. Je suis toujours avec Maline qui m'accompagne, comment va-t-il? Après un week-end historique pour le football français, que du but finalement. La Bundesliga. C'est fou. La Bundesliga, n'allez pas en Allemagne pour voir des beaux matchs. La Ligue 1 avec beaucoup de buts. Beaucoup de buts, de très mauvais pronos pour ma part. Ouais. C'est l'heure du bilan, moi ça serait 0 tout simplement. Mais voilà, hâte de se projeter pour cette prochaine journée de Ligue 1. Projeté pour cette prochaine journée de Ligue 1. Alors, on tourne lundi soir, donc on n'a pas vu les matchs de Coupe d'Europe, donc on ne pourra pas en parler, mais il faudra quand même potentiellement prendre en compte des matchs de Coupe d'Europe pour les clubs français qui disputent cette semaine la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League. On aura un petit mot Ligue 2 aussi, parce que j'aimerais bien évoquer l'AS Saint-Etienne qui nous a fait une belle défaite contre Le Mans. Le week-end dernier, samedi, ça va être sympathique, ce sera en fin de vidéo la Ligue 2, puis on va évoquer le cas Lucas Chevalier, parce qu'on voit des débats passer un peu partout sur les réseaux sociaux. Bref, avant ça, on est parti pour cette nouvelle journée de Ligue 1 avec le point MPP. Jean est toujours en tête, ça c'est un miracle. Parce qu'il me dit à chaque fois les pronos, je sais pas, il est toujours en tête. C'est Lionel qui est deuxième, qui est consultant rugby sur la chaîne, que vous pouvez retrouver sur le rugby chaque semaine. On va parler demain de rugby, parce qu'il se passe des choses également en top 14. Et Adri, qui est supporter stéphanois, qui nous suit assidûment sur la chaîne, donc on le salue, qui est troisième, un beau podium. Je suis actuellement 9ème, donc je suis encore loin, j'ai encore fait une journée terrible où j'ai cru un instant que j'allais avoir le 3-2 de Brest-Lorient, mais non. Voilà, finalement non. Mais voilà, c'est pour nous retrouver du coup sur MPP. Vous avez toutes les infos en description pour nous rejoindre, faire les petits pronos avec nous. On en fera une petite récompense aux gagnants. Et j'en profite pour aussi également, vous pourrez nous retrouver sur Spotify si vous préférez nous écouter plutôt que nous voir, et sur Twitch pour suivre la carrière Football Manager avec les Girondins de Bordeaux. Voilà, on monte, on est champion de N2, on monte en N1. Il y a le mercato de national à faire, toujours. Il y a les matchs amicaux qui se préparent. On se régale. Et pour nous retrouver donc sur Twitch, pareil, toutes les infos sont en description. Programme de cette nouvelle journée de Ligue 1. Avant de passer sur la journée, on va faire un petit point classement au bout de 8 journées. L'Olympique de Marseille leader pour la première fois depuis 2011, je crois. Quelque chose comme ça, après 8 journées. Donc c'est quand même un beau résultat pour les Marseillais. 18 points, un point d'avance sur le Paris Saint-Germain, 2 d'avance sur le Racing Club de Strasbourg, 3e. Et sur le Racing Club de Lens, 4e. Ça, c'est un Racing Club de Lens qui fait plaisir à voir. Le FC Metz est toujours lanterne rouge. Aucune victoire pour les Messins, malheureusement, en Ligue 1 après la lourde débâcle à Toulouse ce week-end. Angers, 17e. Le Havre, 16e barragiste. Voilà, vous avez un classement qui se complète. Nice et Rennes remontent tranquillement dans le milieu de tableau. Et on en parlera aussi de ces deux équipes. Programme de cette 9e journée de Ligue 1 avec, au programme, dès vendredi 20h45, le Paris FC qui reçoit un FC Nantes qui malheureusement s'est heurté au LOSC ce week-end dimanche dernier. C'était à la Beaujoire, magnifique tifo de la part de la Brigade Loire pour fêter leurs 40 ans, si je dis pas de bêtises. Mais défaite 2-0 face au LOSC. Un FC Nantes qui a manqué un petit peu de réussite, on va dire, dans le jeu offensif. J'ai trouvé notamment Mathis Sablin qui touche 2 fois le montant. Qui donne des cadeaux aussi parce que les relances, vouloir rejouer propre, etc., ça a été compliqué du côté de Nantes et du coup il donne quand même pas mal d'occasions. Et de son côté, le Paris FC a fait plutôt un bon match à Lens, mais s'est incliné 2-1. Stéphane Gilles dit qu'il n'y avait pas de regret pour eux cette semaine après ce déplacement à Lens. Ça va être un beau petit match, je pense, pour ouvrir ce week-end de Ligue 1. Maintenant, le Paris FC a l'occasion de s'affranchir de cette zone du maintien, prendre les points contre les concurrents qui joueront, et je pense qu'ils peuvent faire le café contre Nantes, contre des Nantais qui, un peu trop frêles, un peu trop bourbiers, un peu trop généreux avec les adversaires, on va dire. Ouais, un peu trop jeune, un peu trop tendre. Ouais. Tu peux même continuer parce que sur les deux matchs respectifs, Paris FC a fait un match plutôt cohérent contre Lens et est tombé face à une belle équipe de Lens avec les honneurs, avec un beau but de Pierre. Alors Pierre Espelou avec une frappe doublement contrée. Mais j'ai trouvé l'action magnifique. Hein. Ah oui, avec un Yann Kebal très remuant. Ouais. Très remuant, capable de on va dire, faire avancer le bloc du Paris FC rien qu'à son talent. Mais ça n'a pas suffi face à une équipe lensoise qui était au-dessus. Et face à eux, là, sur cette journée, le FC Nantes, qui commence vraiment moi à m'inquiéter parce que on peut dire, oui, par rapport à la saison dernière, en termes de jeu, c'est pas la même chose, il y a plus d'intention.
Mais au final, devant, c'est quand même très Ouais. compliqué. Abin, il est en crise de confiance. Le match contre Lille, tu as des bonnes périodes, mais tu fais des relances par moments qui sont catastrophiques. Le premier but, ça vient d'une énorme erreur de relance. Alors c'est bien de vouloir relancer court, mais le souci, c'est que là, Nantes va arriver dans une période où si tu as défait contre le Paris FC, là, ça va commencer un peu à chauffer. Et je pense que, quoi qu'on en dise, avec le discours un peu de on laisse du temps à Castro, je pense que si dans 3-4 journées, Nantes est 19e et 17e du championnat, ça sera pas la même. Donc, match déjà un peu charnière, je trouve, pour les Nantais, contre des Parisiens audacieux et qui, pour moi, ont la prétention d'être un peu avec Toulouse, de l'épaule à gratter de la première partie de tableau. Ouais, effectivement. Alors le FC Nantes, je trouve que le calendrier sera peut-être plus simple pour eux sur la suite parce que tu joues Paris FC, bon, ça va être un match compliqué, mais tu te dis pourquoi pas aller prendre des points. Tu reçois Monaco, ouais, mine de rien, c'est pas un Monaco flamboyant. Tu te dis pourquoi pas, et après tu vas jouer Metz, Le Havre, Lorient, qui sont 3 candidats direct au maintien. Ça, par contre, elle est sur les 9 points possibles sur ces 3 adversaires-là, si tu dois faire au moins 7 sur 9, quoi. Si tu fais pas 7 sur 9, là par contre, va falloir vraiment se poser des questions sur le fond de jeu, mais je pense que les Kita, enfin, sur le mercato, ont un peu endigué les ambitions de Castro avec un mercato qui a été vraiment fait à l'économie. Où tu as vraiment un effectif qui est très très faible. Malheureusement, je vois Nantes s'incliner moi ce week-end. Je vais te suivre, mais Mais pas de ça beaucoup. a commencé à être Ouais, ça va être compliqué. un peu compliqué. Hein. S'il y a une défaite contre le Paris FC, derrière c'est Monaco, à Monaco de retour, tu aurais un match contre le AC Metz qui sentirait le soufre début novembre. Quoi. Oui, c'est vrai. Bah, le mois de novembre va globalement, hein, tu joues les 3 adversaires directs pour le maintien, donc le mois de novembre, c'est défaite interdite, hein, limite pour l'FC Nantes. Sur les pronos, hop, je prends la catégorie pronos, on saute les pronos de Coupe d'Europe, on va directement sur la Ligue 1, je vais mettre victoire 3-1 du Paris FC. Même si je pense que le FC Nantes peut embêter cette équipe parisienne. On va passer sur le samedi à 17h. C'est le Paris Saint-Germain qui se déplace du côté de Brest. Ça nous permet de nous attarder sur Lucas Chevalier. Mais avant tout, parlons du Stade brestois qui a concédé le match nul face à Lorient. 3 buts partout. Le folklore, le but, le spectacle, ça c'était bien sympathique. Le PSG, quant à lui, a également fait un match nul 3 buts partout contre Strasbourg. Dans un très bon match également. 2 affiches qui nous ont régalé. Les deux équipes brestoises et parisiennes se retrouvent. Le Paris Saint-Germain va jouer cette semaine en Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen. Donc à voir ce que ça va donner aussi. Ça peut changer des choses pour les Parisiens. Mais parlons un petit peu de Brest, comme ça après on s'attarde sur le PSG. Ils ont été en difficulté contre Lorient. Ça a été un bon Lorient. Par contre, moi j'ai le syndrome Bayeki qui va revenir. C'est-à-dire que le mec est capable de te faire 12 parades magnifiques et une connerie monumentale qui coûte un but, quoi. Et c'est trop chiant. Ouais, pour moi, Brest, c'est le talent d'Achille depuis le début de saison. Mayeki, je suis désolé, il y a eu la bonne période à Monaco, mais pour moi, c'est un gardien qui est trop régulier et qui coûte des points. Contre Lorient, il en a coûté encore des points. Donc aujourd'hui, sans faire injure, je vois pas une hiérarchie bien établie entre lui et Koudert en termes de niveau de jeu. Donc la question, je pense, va se poser parce que de retour, quasiment, 3 buts concédés, ça fait beaucoup pour Brest qui était en plus sur une bonne période. Je trouve ça quand même très très inquiétant. Je sais pas, défensivement, ça coûte des points alors que là contre Lorient, ils font un match encore cohérent, ils sont sur vraiment une belle dynamique. Mais finalement, tu ne prends pas 3 points qui auraient été très importants pour projeter sur cette première partie de tableau. Je suis d'accord, et puis c'est dommage parce qu'il fait vraiment des arrêts pendant le match, mais il te fout un but, quoi, tout simplement. Et ce but-là, bah, ça coûte 3 points, enfin 2 points du coup à Brest. Et ça, c'est un peu embêtant. Et je vois Couder sur son intérim qu'il a fait de 2 matchs, je crois, 2 matchs et demi, parce qu'après le carton rouge de Maïki contre Lens, moi, je l'ai pas trouvé non plus à la rue complet, donc je pense qu'il y a une vraie concurrence à installer pour Alecro au niveau des gardiens de but. On va basculer sur l'autre gardien de but, puisqu'on va parler de Lucas Chevalier. J'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux qui s'alarment sur le cas Lucas Chevalier. Alors, est-ce que c'est déjà un flop au Paris Saint-Germain, titre un peu grossier, un peu violent pour rentrer dans le sujet directement. Lucas Chevalier qui a été encore une fois un peu pris à partie après son match contre Strasbourg, où il est peut-être fautif sur le but de Diego Moreira, sur la magnifique louche de Valentin Barco, ça c'est un sacré joueur aussi, où il a son pied qui reste un peu bloqué dans le sol, du coup il peut pas bien intervenir sur la frappe de Moreira qui est un peu mollassonne. Ce qui fait que pareil, concède le but, je crois que c'est le but du 2-1.
C'est un gardien qui est pas exempt de tout reproche sur ses débuts au Paris Saint-Germain. Alors, ça fait 2, 8, ça fait 11 matchs qu'il est donc dans les cages parisiennes. Je trouve qu'il a montré beaucoup de bonnes choses sur sa ligne avec des arrêts de très grande classe, des arrêts réflexes, etc. Mais je trouve que ses faiblesses qu'il avait à Lille sont encore plus mises en lumière du côté du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que quand tu regardais à Lille, il avait beaucoup de cette tendance à, sur les premières parades, sur les arrêts réflexes, à relâcher le ballon dans des zones dangereuses qui, derrière, sur un suivi, fait que les attaquants peuvent suivre et marquer. Je trouve qu'il a eu ça un petit peu aussi Paris Saint-Germain. Il y a eu des erreurs de sortie aérienne, alors que c'est pas un gardien, si tu regardais les datas, qui sortait beaucoup. Et là, sur ces sorties aériennes, sur quelques matchs, notamment lors du Classico, bah, malheureusement, ça coûte un but. Alors, c'est vrai, évidemment, qu'on met plus en lumière les sorties aériennes ratées que celles réussies. Mais c'est un domaine où il doit, je pense, un petit peu progresser. Et c'est vrai que ses débuts au Paris Saint-Germain sont pas excellents. Ça, c'est pas alarmant de le dire. Par contre, je pense qu'il faut lui laisser du temps parce que là, de le mettre tout de suite sur la potence et le mettre à mort, c'est pas forcément utile pour lui. Il vient d'arriver, il y a un temps d'adaptation. Tu prends la place d'un Donnarumma qui a jamais été exempt de tout reproche au PSG, excepté sur ces 6 derniers mois. Donc, effectivement, il fait que le contexte Donnarumma fait que Lucas Chevalier a encore un peu plus de pression. Je sais pas ce que tu penses de la première partie de saison du gardien parisien. Oui, alors moi je comprends. Enfin, je serais pas celui qui va apporter sur l'échafaud en disant que Chevalier est catastrophique ou quoi que ce soit. Le souci, c'est que tu arrives aujourd'hui, mine de rien, t'es dans un tout autre niveau que lui. C'est-à-dire que toutes tes performances sont scrutées, toutes tes erreurs sont relevées. Et le souci, c'est que voilà, il y en a quelques-unes. Strasbourg, il n'est pas exemple de tout reproche. Et c'est la pression du gardien du PSG. Donnarumma l'a eu, avant lui, Trapp, Areola, même Buffon l'a eu et a craqué sous la pression d'être gardien du PSG. Euh, T'arrives, voilà, c'est à Chevalier, on va dire, voilà, je pense qu'on l'attend quand ça sera les matchs à élimination directe en Ligue des Oui. Champions, où ça va vraiment compter. Là, pour l'instant, ça va, c'est pas non plus une catastrophe absolue, et tu sens qu'en plus, bah, c'est par rapport aussi au niveau du PSG, qui doit digérer une préparation différente, avec pas Charnière mal de centrale blessés. qui change tout le temps aussi. Hein. Il a jamais les mêmes Voilà. devs centraux avec lui. Donc, ça va prendre du temps, donc il n'y a pas à s'alarmer maintenant. Maintenant, le souci, c'est que tu es au PSG, donc encore plus quand tu as été recruté et tu sors Donnarumma, tu sors pas Donnarumma après une saison, on va dire, pas convaincante, tu sors Donnarumma après une saison très convaincante, il y a encore plus de pression. Donc, pour l'instant, c'est pas inquiétant, mais il y a une marge de progression certaine pour Lucas Chevalier. Et ça, il est à Paris, il est pas à Paris au firmament, on va dire, top 5. C'est un pas, c'est, on va dire, jeu de mots, c'est un pari fait par le PSG. Euh, avec Lucas Chevalier, en espérant que dans les allez, 5-6 mois, puis les 2-3 prochaines saisons, ça devient un top gardien. C'est ça, je pense que de toute façon, un mercato, un joueur qui vient d'arriver dans un club, il faut lui laisser du temps s'adapter. Et tu peux faire un bilan, aller après, en janvier, au moment du mercato hivernal, pour faire un premier bilan, d'accord. Et encore, je pense qu'il faut attendre au moins une saison avant de tirer vraiment quelque chose d'un joueur qui vient d'arriver dans un nouveau club, qui change comme ça de dimension. Voilà, qui connaît les premiers appels avec le groupe France aussi. Je vous affiche à l'écran, c'est les statistiques Data Scout de Lucas Chevalier 2025-2026 et de Lille 2024-2025. Alors il y a plus de statistiques en 24-25 parce qu'il y a plus de matchs forcément, mais on voit un pourcentage d'arrêt légèrement moindre pour Lucas Chevalier, plus de buts évités à Lille qu'au Paris Saint-Germain, et c'est vrai que si tu regardes les buts concédés par rapport au XG subi par Lucas Chevalier depuis le début de saison, il est à -1. Ce qui fait qu'il aurait pu normalement prendre un but de moins sur les statistiques environ depuis le début de saison, ce qui fait qu'effectivement il n'est pas décisif comme il est pu l'être au LOSC par exemple la saison dernière. Il subit moins qu'au LOSC forcément, donc les erreurs et les buts pris sont beaucoup plus mis en avant. Ça aussi, ça n'aide pas. Maintenant, il y a aussi sa défense centrale qui change tout le temps, donc il y a quelques circonstances atténuantes. Je peux pas dire que sa première partie de saison est bonne, ça serait mentir, mais je pense qu'on en fait peut-être un peu trop. Après, est-ce qu'il est capable aussi, lui, de résister à cette pression d'être le gardien du Paris Saint-Germain? Je pense qu'il en a le talent et le mental. Maintenant, le souci, c'est que le PSG a souvent eu des bons gardiens, mais malheureusement, la pression a un peu tué des gardiens au PSG. Donc, à voir. Je suis pas inquiet pour le moment. Je me dis, voilà, si vraiment dans 3-4 mois, il n'y a pas de progression, il y a toujours ces erreurs, ça a commencé à devenir un problème.
Mais voilà, je pense qu'il va avoir une progression certaine. Et en plus, avec un PSG qui va récupérer des joueurs, qui va être peut-être un peu plus dominant, je pense que ça va se régler et ça va rentrer dans l'ordre. Voilà, on est d'accord. Petite parenthèse sur Lucas Chevalier. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur le portier parisien, puisque c'était un petit peu le sujet où on voulait s'attarder dans cette petite vidéo. Lucas Chevalier, certes, le Paris Saint-Germain contre Brest. Est-ce que le PSG fait à Brest, ou alors plutôt est-ce que Brest arrive à accrocher le Paris Saint-Germain ce week-end? Sortira d'un match de Ligue des Champions. Non, je vais mettre la victoire du PSG. Je pense qu'on va pas prendre de risque, on veut nos points sur MPP. C'est surtout ça. Je te suis également sur la victoire parisienne ce week-end contre à Brest, à Francis Leblay, qui on l'espère sera bien rempli avec une belle ambiance, ça, on n'en doute pas. Mais je vais mettre victoire, allez, victoire, je vais mettre 3-1, mais si je mets 3-1 tout le match, ça va être chiant. On va mettre victoire 2-0 du PSG face à Brest, et on va pouvoir enchaîner sur le match de samedi 19h avec l'AS Monaco, qui reçoit le TFC. Un Toulouse qui, on avait peur en début de saison pour Toulouse, hein. On s'était inquiété en disant ça va où, le mercato il n'est pas non plus hyper rempli, on se disait bon Toulouse attention à pas se faire peur sur ce début de saison. Bah, mine de rien, les hommes de Caris Martinez-Nobel, non seulement ils sont à l'abri pour l'instant sur ce début de saison avec quand même 13 points en 8 journées, avec un succès contre Metz à la maison ce week-end 4-0 dans une belle ambiance. Alors c'était un Metz très faible certes, réduit à 10 en plus, on en reparlera du FC Metz, mais Toulouse a fait le travail largement avec la manière. Et c'est un Toulouse qui en plus offensivement montre beaucoup de bonnes choses, qui est très plaisant à regarder, qui est la bonne surprise de ce début de saison. Franchement, je suis agréablement surpris par le TEF. Et j'avais une stat pour Toulouse, c'était leur première victoire par 4 buts d'écart au Stadium depuis le 5 février 2017. C'est pour vous dire à quel point on n'a pas vu de football offensif à Toulouse depuis belle lurette. Et les supporters le méritent parce qu'ils mettent souvent de très très bonnes, très très belle ambiance du côté du Stadium, donc on se régale. Et Toulouse est à 3 points du podium. Après 8 journées, c'est quand même une belle remontée pour les Toulousains, qui je pense peuvent faire un coup à Monaco. Franchement, ce serait pas déconnant. Ouais, sur le match contre Metz, Toulouse a un petit peu montré ce qu'on voit depuis quelques matchs, c'est-à-dire vraiment une palette offensive un peu complète. Il n'y a pas un attaquant qui fait surperformer Toulouse. Donc c'est assez intéressant. Et puis cette jeunesse aussi qui était sur le banc, notamment face à Metz. Mais tu sens voilà, qu'il y a un projet qui est cohérent, qui reste cohérent malgré le départ de Komoli, un petit peu, à ce qu'on a entendu dire, un changement, un virage, on va dire, un peu moins data. Mais pour l'instant, ça reste toujours cohérent. C'est le talentueux. Beau montre des belles choses aussi, il faut le Ouais, noter. quel but. Voilà, alors c'était contre un faible adversaire du FC Metz, mais voilà, Toulouse a tout pour être l'équipe un peu tournant rond du championnat, aller chercher des gros et pourquoi pas, on va dire, se mêler à la course à l'Europe. Je n'aurais pas cru vu leur préparation, mais voilà, la préparation n'est pas la vérité du championnat. Exactement. Et là où il y avait énormément de problèmes d'efficacité la saison dernière, qu'on avait souvent mis en avant, on avait mis le manque d'efficacité dans les deux surfaces, même du TFC, parce que même dans leur surface, ils concédaient énormément de buts. Alors là, ils concèdent toujours un peu plus de buts qu'ils ne concèdent d'occasion, on va dire, en termes d'XGA. Ils sont à 9,6 XGA pour 12 buts encaissés, donc c'est encore un peu élevé, mais c'est moins pire que la saison dernière, on va dire. Et en termes d'XG, bah, ils sont à 12,8 et ils ont 12 buts marqués. Donc, ils ont 15 buts marqués, pardon. Donc, franchement, Toulouse a trouvé une efficacité offensive, donc ça c'est une bonne chose parce que c'est ce qui manquait l'an passé. Et c'est ma belle cote, on va dire, de la journée, c'est que je les vois faire aller taper Monaco. Je suis vraiment pas convaincu par Monaco. Même si j'ai trouvé Moi, le je vais rester but sur une de Balogun avec la déviation de Minamino très intelligente, mais Monaco il manque des je choses. vais rester sur une victoire de Monaco. Je me dis que match après match, la patte Poconoli va prendre contre Angers. On va dire que la deuxième mi-temps était un peu plus boutique que la première. En même temps, la première était une catastrophe absolue. Angers baladait quasiment l'ASM. Voilà, je me dis avec les enchaînements de matchs que Pocognoli, avec le retour de certains joueurs, que Pocognoli va aller chercher sa première victoire sous son mandat monégasque en championnat contre Toulouse. Il faut prendre des points pour Monaco rapidement, même si comptablement c'est pas l'urgence, quand même ils perdent déjà quelques longueurs, mais je pense que le match de Ligue des Champions va peut-être taper un peu dans les jambes. Après ça peut faire un match de plus pour engranger l'expérience pour Pocognoli avec les Monégasques.
Mais attention Monaco, ça sera surveillé de près également. Match de samedi 21h, c'est le Racing Club de Lens Olympique de Marseille. Ça c'est, je pense, le meilleur match de la journée à regarder en termes de potentiel jeu et résultats à regarder. Marseille a cartonné le Havre 6-2, même si le score ne reflète pas forcément la totale physionomie du match, parce que j'ai trouvé des Havrais très intéressants en première mi-temps, notamment jusqu'au carton rouge finalement de Gauthier Lloris. Carton rouge qu'on peut trouver sévère, malheureusement c'est la stricte application de la règle, même si je trouve la règle un peu con, mais ça c'est que mon avis. Mais victoire tout de même des Marseillais, quadruplé de Mason Greenwood, et le Racing Club de Lens, on l'a dit en préambule, s'est imposé face au Paris FC à domicile. Encore des Lensois qui sont vraiment très très étonnants depuis le début de saison. Un Pierre Sage qui va fêter sa 50e sur le banc, et il a un beau ratio parce que c'est dans le top 10 des meilleurs débuts au 21e siècle en Ligue 1. Donc voilà, mieux que Laurent Blanc avec les Girondins, mieux que Bruno Genesio, qui avait fait un baptême du feu avec l'OL avec 28 victoires 6 nuls et 15 défaites pour ses 50 premiers matchs. Il est dans la même lignée que des Thomas Tuchel, des Unai Emery, des Pochettino, des Luis Enrique, des Carlo Ancelotti, des Nico Kovac, des Adi Hutter, des Philippe Clement et des Claudio Ranieri, qui ont respectivement coaché le PSG et Monaco, donc c'est pas le même calibre que le RC Lens. Donc c'est quand même un Pierre Sage qui performe avec ces équipes-là, qui nous montre un jeu attrayant. Il y a Andrea Thomasson, moi j'adore son début de saison avec le Racing Club de Lens, je le trouve vraiment hyper intéressant. Et c'est un Racing Club de Lens qui va accueillir l'Olympique de Marseille, et ça nous promet un très très beau spectacle, ça. Toi, t'as parlé de Thomaso, moi je parle aussi de Sangaré, donc Oui. je l'adore, petite pépite. Franchement, qui fait un super début de saison, mais en fait, t'as l'impression que, D'ailleurs, ça tout alors le que monde. honnêtement, on partait sur une saison où on avait beaucoup de doutes. Après, déjà la saison dernière qui avait été compliquée, t'as encore perdu des joueurs importants l'été dernier. Et mine de rien, en fait, tu as réussi à faire un rééquilibrage du RC Lens. Tu prends beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à voir le RC Lens, à voir ce club se construire, progresser. Contre le Paris FC, c'était quand même plus que cohérent. Il y a vraiment des bonnes choses. Je trouve que humainement, ce groupe, il est hyper attachant. Donc j'ai envie de les voir contre l'OM, un adversaire d'un gros calibre. Je me rappelle du match contre Lille, où vous avez vraiment été taille patron. Donc j'ai envie de voir s'ils sont capables d'aller chercher une victoire contre l'OM, une victoire encore référence, continuer à avancer, s'installer comme candidat à l'Europe, parce que pour moi, de ce que je vois, Oui. honnêtement, Lens en Ligue Europa, ou même qui accroche une dernière place en Ligue des Champions, ça ne me choquerait pas, parce que je trouve que l'effectif est extrêmement bien construit, et surtout qu'il y a du talent partout. Franchement, moi je prends du plaisir à voir Lens chaque semaine, et c'est le jour et la nuit par rapport à la saison dernière. Franchement, ouais, ils avaient un manque d'efficacité offensive l'an passé. Je crois qu'il était un petit peu réglé tout de même devant. Je suis en train de comparer vite fait les IG et les buts inscrits. Ils sont à 14,4 IG pour 12 buts marqués. Donc ils sont complètement un peu dans le moule. Ils sont là. Non, et puis même, ouais, on a parlé de Thomasson, on a parlé, mais le secteur défensif est ultra solide. Hein. Franchement, Robin Risser, bon, je m'attendais à ce que ce soit très bon parce que c'est ce qu'il avait montré au Red Star l'an passé, mais le gap Ligue 2, Ligue 1, tu peux toujours poser des questions. Il est en train de le faire d'une excellente manière, d'une Et manière. encore, il a une marge de progression. En plus. Sur la relance, Ouais. notamment, il y a des fois quelques erreurs, mais franchement, il a une super marge de progression. C'est ça, donc c'est très très intéressant. Et puis le trio Baïdou, Malangsar, Jonathan Grady, t'as un alliage Bah, tu peux d'expérience rajouter les jeunesse. pistons. Oui, en plus. Aguilar, le nombre de courses à haute Et intensité Mathieu qu'il fait Hudol. contre le Paris FC, ah ouais, donc Et Mathieu Hudol qui est fantastique. Ça fait plaisir de le voir jouer sans problème, pépin, etc. pour Mathieu Hudol, parce qu'on sait que dans sa carrière, il n'a pas toujours été épargné par les blessures. Non, c'est un Racing Club de Lens qui est ultra intéressant, et face à un Olympique de Marseille qui l'est tout autant, même si j'ai trouvé que la première période contre le Havre était un peu plus brouillonne pour l'OM. Je sais pas ce que tu en as pensé de cette performance, mais ils ont été embêtés quand même. ouais. En fait, le match est compliqué à analyser Oui. parce que Marseille était supérieur au Havre, mais le carton rouge de Gauthier Lloris change un peu la physionomie de la rencontre. Moi, je les avais trouvés, le Havre plutôt cohérent, et même embêté Marseille sur le but de Keshta. Honnêtement, je me suis dit, Et on Greenwood sur le retrouve but un peu les. de Keshta, mais je suis entraîneur, je le cogne. Hein. Non, enfin, je rigole. Pas en train de regarder. Mais il m'a rendu fou. Il le laisse comme ça, il veut pas aller au pressing, et ça me rend fou, ça. Surtout que ça rappelle un peu, des fois, on va dire, le manque de green tact observé par moment. Mm. Après, tu as le scénario du match qui bascule avec ce carton rouge, et à partir de là, tu te dis que c'est compliqué pour le Havre. Et derrière, en fait, Marseille, entre guillemets, déroule sans non plus. Il n'y avait pas non plus une foudre. Je les ai trouvés hyper efficaces, ces Marseillais, Ouais. dans la surface de réparation à Vraise.
Mais j'ai pas vu non plus 40 000 occasions. Voilà, c'était vraiment de l'efficacité. Ce qui est bien pour eux, Greenwood marque un quadruplé, donc forcément il va être encore en hyper confiance. Murillo, un peu le revenant, qui marque. T'as Vaz qui continue La sa progression, ouais. progression qui est très intéressante. Voilà, donc c'est des points que peut-être Marseille n'aurait pas pris la saison dernière, qui vont compter. 18 points après 8 journées. Enfin, Marseille, voilà, je pense qu'ils auraient signé, surtout avec le début de saison et cette première journée contre Rennes où tu perds le match et en plus tu perds 2 joueurs. Exactement. Et Mason Greenwood, premier joueur à inscrire un quadruplé en Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille depuis Jean-Pierre Papin. C'était contre Lyon en janvier 91, donc ça fait longtemps que Marseille n'est pas trouvé. Défensivement, je lui reproche ça, hein, Greenwood sur le premier but. Par contre, offensivement, il a été royal. Son enchaînement, alors je sais plus lequel, je crois que c'est le but du triplé où il a un contrôle, enchaînement frappe à une vitesse, c'est impressionnant. Et puis il a distribué un ou deux caviar aussi dans la surface. Non, franchement, ouais, offensivement, Marseille s'est trouvé quand même plusieurs éléments. Indépendamment de toute l'histoire Oui, autour et voilà qui fait que personnellement moi je peux pas me vibrer pour ce type de joueur. Après d'accord. chacun ses opinions là-dessus. Ouais, indiscutablement, si on parle uniquement footballistique, il a rien à faire à l'OM. C'est un joueur de top niveau qui mérite d'être dans un top 4 de club de première ligue haut la main. Ça, je suis d'accord. Maintenant, le prono, celui-là, il est dur à pronostiquer ce match-là. J'allais sur une victoire de Lens. Ouh, la belle victoire du RC Lens. Ça, c'est la belle petite cote à tenter. Donc ça sera victoire de l'OM. Ouais, moi, je vais me mettre le match nul. Je vais tenter le match nul parce qu'il est très dur à pronostiquer. J'espère un match nul avec des buts, je vais mettre le 3 partout. Voilà, j'ai envie de m'enflammer, j'ai envie de passer un très très bon samedi soir. Il y Euh... aura 0-0. Écoutez-moi bien, je vais me farcir un match de Coupe de France Girondin-Bordeaux-Boulazac juste avant. Donc s'il vous plaît, offrez-moi un minimum de spectacle derrière parce que je sens que sinon je vais être en manque. Je suis méchant avec les Girondins parce qu'ils ont été exceptionnels ce week-end. Voilà, victoire contre La Roche-Chillon, enfin, c'est Vendée Football, ça m'a régalé, super match. Le deuxième but est magnifique, je le vois passer sur tous les comptes Twitter étrangers. Je me dis putain, ça y est, Bordeaux c'est worldwide une nouvelle fois, ça me fait plaisir. Il me régale. Bon, fini de parler de National 2, on va parler de Lille-Metz, on va passer au match du dimanche. C'est le match de 15h. Le LOSC, on l'a dit, s'est imposé contre le FC Nantes. Metz a une nouvelle fois sombré à Toulouse ce week-end. Metz est dernier championnat, aucune victoire. Et le président Bernard Sorin a pris la parole. C'est l'équipe qui rapporte ça dans le vestiaire. Il est inquiet, notre président messin. Voilà, ça a été une colère un petit peu. Il en voulait plus. Il n'aime pas ce qu'il voit. Je peux le comprendre parce que quand t'es messin, tu dois pas trop apprécier ce que tu regardes depuis le début de saison. Mais en fait, le truc, c'est qu'on en parlait entre nous ce week-end. J'ai l'impression, enfin, tu me le disais, c'est que Metz, ils ont déjà plus de levier, quoi. T'as l'impression? Ouais, t'as l'impression qu'en fait, c'est l'histoire de ce club, hein. C'est terrible, c'est remontée, puis redescente. Et c'est vrai que ce début de saison, il y a des choses parfois dans les matchs qui sont cohérents, hormis là, les 2 dernières où tu prends quand même 2 grosses claques. Ce que tu fais depuis le début de saison est plutôt cohérent en termes de jeu. Enfin, tu essaies de lutter avec tes armes, mais malheureusement, tes armes, c'est rien par rapport à la Ligue 1, j'ai l'impression. Là, le Mignon avait fait un coup tactique sur ce match en passant en 4-4-2, mais qui se muait en 3-4-3 par moment. Mais ça a été enfin, ça a été une catastrophe absolue. Ils ont vite pris l'eau. 10 premières minutes horribles. Après, tu as le carton rouge de Sadibou Bousssané. Ah, mais... Pardon, mais ce carton Alors rouge. ça, c'est avec ses- Non, mais... non, mais quand même. ça, c'est assez fou. C'est surtout qu'avant le match, il fait une conférence de presse en disant j'ai retenu les leçons. Ah oui, on a vu, tu as Ah, retenu les oh, leçons. l'homicide Le involontaire tacle qu'il de a pied envoyé. Mais décollé. qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai jamais vu un mec tacler comme ça. Il est fou. Il tacle assis. Donc voilà, mettre en difficulté. Je pense pas que virer Stéphane Mignon soit la solution parce que tu mets qui à sa place et Et... avec quel levier. C'est le même groupe. C'est le même groupe. Je suis pas sûr que, on va dire, en essayant de bétonner un peu plus, sachant que bon, la plupart des matchs peuvent être subis, même en bétonnant un peu plus, je pense pas que ça tient, quoi. Et même en béton un peu plus. Enfin, les 3 matchs, j'affiche le calendrier à l'écran. 0 but marqué, 0 but marqué, 0 but marqué. Bon. Donc, marque pas de but, tu vas pas pouvoir gagner le match. Et Metz, depuis le début de saison, bah, ils ont eu un petit enchaînement. Ils ont marqué 2 contre le Paris FC. Bon, ils en ont pris 3. Ils ont mis 1 contre Angers. Ça fait 3. Ils en ont mis 2 contre Monaco. Ça fait 5 buts. Donc 5 buts en 8 matchs. C'est quand même assez inquiétant. Ils sont à moins 15 de différence de but.
C'est limite un point de moins, limite sur le classement avec une telle différence de but après 8 journées. Ouais, j'ai un peu peur pour le FC Metz malheureusement, et pourtant les supporters messins font le déplacement en nombre, Saint-Symphorien est souvent rempli, ils donnent de la voix, mais ça suffit pas, et je pense que là, pour le coup, le LOSC, alors ça peut être typiquement un match génésiesque où tu peux le perdre, on dit ça toutes les semaines, mais là je vais quand même mettre sur une victoire du LOSC, on va Ouais, moi aussi. quand Je même. vais même aller sur une victoire assez large du LOSC, malheureusement pour nos amis lorrains. Ouais, je vais mettre victoire également du LOSC. Alors sur le MPP, je vais glisser une petite victoire 3-0 de Lille. Et on va pouvoir basculer sur le triplex de 17h15 qui nous a offert énormément de spectacles la semaine dernière. Ça a été régalade. Et on va commencer par ce Angers-Lorient qui est déjà extrêmement important pour le maintien. Angers est allé accrocher un point important contre Monaco la semaine dernière. Un partout en allant inscrire dans les ultimes minutes un but. Et ils auraient pu rêver à mieux. Les Angevins, ils ont quand même touché le poteau, etc. pendant la rencontre. Ils ont montré des belles choses. Et Lorient est allé accrocher un beau point contre Brest à domicile dans un beau match assez explosif. Encore un Lebris. Lebris, qu'est-ce que je raconte J'ai perdu le nom, c'est super, c'est pas grave, on y va, on avance. Ça a été très solide de la part des Lorientais. Avec une performance offensive, voilà, c'est ce qui nous manquait un petit peu depuis le début de saison, c'est ces offensifs qui marquent. Avec des défenseurs qui marquent Les plutôt, parce défenseurs que marquent, le Brice ou Kwasi. c'est vrai. Et Kwasi a été encore une fois très bon. Ça, on le sait, c'est la bonne trouvaille. Pantaloni l'a eu à l'Ajaccio. On le disait que ça pourrait être un step intéressant. Franchement, son début de saison, je le trouve très intéressant, lui. Ouais, il s'adapte bien. C'est pas facile, surtout Mm. pour d'intégrer une équipe promue comme ça. Franchement, c'était quand même l'un des matchs les plus cohérents qu'a livré Lorient. Ouais. On s'attendait avec Pantaloni, avec peut-être une équipe très très rigide défensivement depuis le début de saison. Il y a quand même des buts à Lorient, Ouais. des beaux buts même. Moi, je trouve que c'est quand même très cohérent ce qu'ils font les Lorientais. Contre Brest, bon, j'aurais plutôt misé sur une victoire brestoise. Mais ils ont livré un match assez intéressant. Voilà, ça progresse. Il va falloir peut-être défensivement juste un petit peu, tout l'extérieur, réussir à prendre moins de buts. La match très très important contre Angers. Ouais. Une victoire à Angers, c'est la bascule. Franchement, une victoire contre Angers, déjà, c'est un des matchs charnières de la Ah, saison. ben il est important celui-là. S'il y a un match à gagner avant d'affronter le PSG, c'est bien celui-là. Bah, surtout que, ouais, PSG, Lens, Toulouse, Nantes, Nice, Lyon, Strasbourg. Le tunnel, il peut être long pour alors, je prends pas les points contre Angers, je sais pas où tu vas les prendre derrière, parce que ça peut être compliqué. Et je les vois bien aller faire le coup, quand même, très honnêtement. Parce que, alors, Angers se battent avec leurs armes, on le dit. Angers, ils montent des belles choses aussi, mais je trouve ça quand même un peu limité aussi. Mais c'est malheureusement l'effectif qui est comme ça. Je vois bien Lorient faire le coup de ce triplex, aller chercher 3 points à Angers intéressants. Je sais pas si tu vois la même ou si tu vois Angers ou le match nul. Compliqué Dur, parce hein. que Angers Pas démérité non plus. démérite pas depuis le début de saison. Contre Monaco, ouais, ils sont allés chercher le match nul avec leurs jeunes, avec Sheriff qui a marqué. Match assez compliqué. Allez, je vais aller sur la victoire d'Angers. Ok, victoire Un d'Angers peu aussi, bah, c'est contrebalancé. pas non plus incohérent parce qu'Angers montre aussi de belles choses. Et on loue ce que montrent les hommes d'Alexandre du jeu depuis le début de saison. J'ai un peu l'impression qu'il a un groupe. J'ai entendu ça ce week-end de Youth League à gérer Alexandre du jeu, notamment offensivement. C'est vrai qu'avec tous les jeunes, ouais, ça leur permet d'avoir du temps de jeu, mais tu sens que l'effectif est limité, ils doivent compter dessus. Alors pour l'instant, ces jeunes performent, donc tant mieux pour eux. Ça fait plaisir pour les Angevins depuis le début de saison. Auxerre Le Havre. En suivant dans le triplex. Deux équipes qui ont montré de belles choses la semaine dernière et qui n'ont pas forcément été bien payées. Il va falloir bien payer. Auxerre est allé prendre quand même un point à Rennes. Ça, c'est important. Alors, ils ont remercié les Rennais pour le premier but parce que ça, c'est un cadeau. Mais vraiment un cadeau. Je ne sais pas ce qu'ils ont branlé défensivement, les Rennais. On s'en en parlera peut-être un peu après. 2-2 donc pour les Auxerrois et Le Havre donc a été cartonné malheureusement par Marseille malgré la bonne première période montrée quand même par les Havrais. Il y a eu le carton rouge forcément. Ça, c'est un match important pour Auxerre qui, on le dit depuis le début de saison, n'est pas forcément bien payé par rapport à ce qu'ils montrent dans le jeu. 7 points, 14e, un seul petit point d'avance sur les Havrais qui vont affronter, qui sont actuellement barragistes. Ah, pour la JOCR, attention à pas se faire peur non plus. Ce sera une multi-peur du maintien. Là. On Ouais. a quand même deux matchs assez, assez importants. Ouais, c'est vrai que c'est deux équipes quand même qui se ressemblent un peu parce que c'est deux équipes encourageantes où tu as envie de les encourager, qui montrent des bonnes choses. Et comptablement, pour l'instant, ben, c'est derrière des équipes qui peut-être proposent un peu moins de jeu. Auxerre, je les ai trouvés encore très cohérents face à Rennes. Mm. Voilà, tu sens qu'offensivement, ça monte en puissance. Namasso, notamment.
Mais finalement, Niveau comptable, tu c'est prends dur. qu'un point. Le Havre, c'est encore pire. En fait, tu as l'impression que chaque match, il y a soit une décision arbitrale, ou soit ils se plombent eux-mêmes. Et c'est dommageable. Donc, match hyper important. Vraiment, entre les deux équipes, match hyper important. Le Havre a envie d'abandonner cette place de barragiste. J'ai quand même allé sur une victoire à domicile d'Auxerre, personnellement. Je vais y aller aussi, moi, sur la victoire des Auxerrois. Je vais mettre victoire 1-0. Allez hop. Comme ça, c'est plié. Il en faut bien, hein, de toute façon. Je suis aussi d'accord sur cette potentielle victoire auxerroise ce week-end parce que je trouve que dans le jeu, franchement, c'est très cohérent. Les Auxerrois, c'est un projet un peu plus long terme, mais on espère que pour eux, ça va payer. Dernier match de ce multi, et non très moindre, c'est un Stade Rennais OGC Nice qui va compter pour beaucoup. Abibay est encore sous le feu des critiques, sous la menace d'un licenciement. Rennes patauge encore une fois dans la semoule ce week-end contre la JOCR en offrant 2 cadeaux sur les 2 buts limite parce que c'est quand même un manque criant défensivement. On est sur le 4e match nul consécutif pour les Rennais. C'est une perf aussi. Et face à eux, des Niçois qui se sont refait un petit peu la cerise ce week-end contre Lyon. Victoire 3-2 pour l'OGC Nice. On reparlera de Lyon tout à l'heure aussi, parce qu'il y a des choses à dire également sur l'Olympique Lyonnais. Mais Nice s'est relancé, on n'y croyait pas beaucoup, mais ils ont montré quand même des choses un peu plus intéressantes avec un secteur offensif un peu plus en avant. Mais ça, pareil pour les Niçois. Je trouve qu'ils ont beaucoup de talent, ces Niçois, notamment offensivement, mais c'est le problème de régularité, on le dit ça toutes les semaines. Donc maintenant, il faut confirmer à Rennes. Et d'un autre côté, on a Abibay, et je trouve, moi, sur la lecture des matchs, Abibay, ça me gêne un petit peu. Je trouve que ces changements j'ai pas envie de dire affaiblissent son équipe, mais un petit peu quand même. Je trouve que c'est là où il pêche peut-être le plus. Et après, il y a évidemment les joueurs qui font les conneries tout seuls. Ça, ils n'ont pas besoin de leur entraîneur. Ouais, un match super important déjà pour Abibay parce qu'une défaite contre Nice, Ouais. là, ça va quand même sentir un peu le roussi. En fait, de ce que je vois depuis le début de saison, c'est-à-dire qu'en fait, le coaching d'Abibay, il est vraiment un double tranchant. Il y a des matchs où ça a plutôt bien fonctionné. L'OM, l'OL, alors de situation inverse, l'OM, ils étaient réduits à 10. L'OL, ils étaient en supériorité numérique, mais le coaching a fait basculer la rencontre en faveur des Rennais. Et tu as des matchs, typiquement Nantes, puis ensuite là, contre Auxerre, où en fait, tu as l'impression que par moment, le coaching un peu désorganise ce qui est déjà fragile. Donc, c'est ça qui est assez inquiétant pour Rennes. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette équipe, elle reste dans la même lignée que les 2 dernières saisons. Alors, sous Genesio, sous Stéphane, sous Sampaoli, sous Abibay. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'inconstance. Les joueurs passent, mais il n'y a rien qui décolle. Et là, match hyper important contre Nice, un concurrent direct, dans la même position à peu près que toi. Sauf que Nice a repris de la confiance, une défaite contre Nice, et franchement, ça commencerait à sentir le roussi pour Rennes. Est-ce Le qu'Abibay spectre saute d'une pas? nouvelle saison blanche. Je pense qu'Abibay saute, non? Ben, T'as l'impression que... des échos qu'on a, c'est que bah, déjà, il est pas non plus, c'est pas, le projet n'est pas aligné en faveur Ouais. d'Abibay. Il y a Arnaud Pouy qui essaie de faire le RC Lens. Avec les T'as alertes. la présidence. T'as la présidence qui change quasiment tous les 6 mois, donc c'est assez compliqué. Donc, un match assez compliqué, j'ai envie Ouais. de voir s'il va réussir à sortir de cette situation. Voilà, Rennes doit être européen à la fin de saison, c'est annoncé, et ce genre de match, tu peux pas les perdre. Et vu que j'en ai aucune idée, je vais mettre match nul. Pas pour toi. Ouais, Je vais te suivre aussi. dans la continuité du Stade Rennais. Le 5e match nul consécutif, on y va. On envoie et puis on va voir ce qui va se donner. Nice a montré de belles choses, on l'a dit. Et pour parler de l'OGC Nice, bon, cet arrêt de match pour les chants homophobes, bon, voilà, ça c'est le petit folklore de Ligue 1, ça on vous l'offre tous les week-ends, ça c'est cadeau. Voilà. J'en veux beaucoup à l'arbitre, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai été d'accord avec Eric Ciotti, et ça, je peux vous dire que ça fait beaucoup mal. Ouais, ça c'est. Non, mais franchement, il n'y a que la Ligue 1 qui peut nous faire ce genre de choses. Bon. Anthony Gauthier, le patron de l'arbitrage français, a dit que Jean Brizard n'était pas au courant. Ah, c'est quand même chanté depuis bien longtemps à Nice. C'était la première fois qu'il Ouais, arbitrait un match à Nice. ouais, c'est pour ça. Bon, bref, c'est pas grave. On va passer, mais bon, on va dire match nul, un but partout. Et puis on va se concentrer sur le sportif, hein, parce que sinon, est-ce qu'on commence à parler de ça dans l'arbitrage? Je dirais qu'au niveau du jeu, c'est compliqué. Si maintenant, même ils sont moins bons, ça va être galère. Bref, match du dimanche soir, 20h45, l'Olympique Lyonnais reçoit le Racing Club de Strasbourg, duel de haut de tableau et duel entre deux équipes sur des dynamiques bien différentes. Strasbourg a montré un très très beau visage
contre le Paris Saint-Germain. Ils ont quand même été accrochés 3 buts partout. Je pense qu'il peut y avoir des regrets pour les Strasbourgeois dans cette rencontre face au leader. Enfin, au leader, non, au dauphin maintenant, parce qu'ils ne sont plus leaders. Et l'Olympique Lyonnais s'est écroulé contre l'OGC Nice, défaite 3-2. Deuxième défaite consécutive pour les Lyonnais. On se disait, est-ce que la trêve internationale et la deuxième mi-temps à Toulouse ne va pas couper un petit peu l'élan des Lyonnais? Malheureusement, un petit peu. Si, il y a quand même des choses à dire sur cette rencontre pour Lyon. Mais avant tout, on va juste parler de Strasbourg. Alors déjà, je ne vous ai pas fiché la stat du nombre de buts pour la journée en Ligue 1 qui a été la deuxième journée la plus prolifique depuis 2007 quand même, donc ça c'est beau. Et Strasbourg y a contribué, et surtout Strasbourg a perdu 27 points après avoir été mené au score depuis le début de la saison dernière en Ligue 1, plus que toute autre équipe. Et évidemment, ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils ont été menés, ils sont repassés devant les Strasbourgeois, et ils se sont laissés filer un petit peu cette victoire, je trouve, sur cette rencontre. Alors c'est compliqué de jouer le PSG au parc, t'as énormément d'efforts, tu dois beaucoup donner, mais ils ont manqué de jus en fin de match, on l'a senti. C'est peut-être la jeunesse aussi, qui est l'inexpérience qui a fait que. Mais Strasbourg a peut-être raté le coche d'une belle victoire au Parc des Princes, malheureusement pour eux. Mais c'est le jeu aussi. Et de son côté, Lyon, défensivement, alors par où commencer? Défensivement, ça a été quand même très très laborieux cette rencontre contre Nice. Le pauvre Ruben Kluivert, on va taper dessus, j'ai pas envie de dire gratuitement, mais ouais, je pense que là. Ça va être compliqué parce qu'il a quand même réussi l'exploit d'être fautif sur les 3 buts. Je vous invite à les revoir. J'ai pas envie de les prendre en screen parce que j'ai pris d'autres screens pour tout à l'heure. J'essaie de mettre en lumière un but à chaque fois. On va parler de Saint-Etienne juste après. On fait spécial Ligue 2 cette fois-ci. Mais Ruben Kluivert, ça n'a pas aidé de tout reproche puisqu'il est quand même, donc on l'a dit, fautif sur les 3 buts. Ça c'est quand même exceptionnel. Pour 3 raisons différentes en plus. Donc ça c'est toute la palette. C'est magnifique. C'est notamment sur le but de Mohamed Ali Chaud, je crois. Oui, je sais pas ce qu'il fait défensivement, bref, c'est pas grave, il défend à l'envers. Et j'ai pas trouvé non plus un Maitland Nice, pour revenir à la défense lyonnaise, très inspiré depuis 1 mois et demi. Là, je le trouve vraiment en dedans au niveau de l'attitude, alors pourtant, c'est un joueur qui a énormément de qualité, donc ça, c'est pareil, c'est les côtés moins de ce niveau défensif lyonnais qui, sur ce match-là, a été en grande difficulté. Et moi, je m'interroge, c'est surtout pendant cette Coupe d'Afrique des Nations où tu vas perdre Moussa Niakhaté, où tu vas perdre Clinton Mata. Alors, t'as pris Hans Hatteboer, mais est-ce que Hans Hatteboer, il me rassure quand à son niveau défensif, quand on voit ce qu'il a proposé à Rennes? Ouais, je sais pas trop comment faire Lyon pendant la Coupe d'Afrique. Hein. C'est plus ça, moi, qui m'interroge. Ouais, parce qu'Hatteboer, il arrive en fin de cycle à Atalanta. Rennes, ça n'a jamais véritablement pris. Donc, pas sûr que ça soit je pense que c'est une recrue à justement effectif, mais c'est pas une recrue qui va te faire la saison, loin de là. Et on a vu défensivement, dès que Fonseca est obligé de faire tourner, l'équilibre défensif, il pète assez rapidement. Avec Griff qui est aussi un peu moins décisif. Voilà. Une défaite implacable contre Nice. Dévoré aussi dans l'envie, dans l'intensité. Donc voilà, il va falloir se remettre. Il y a le match de Ligue Europa contre Bâle de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc derrière, face à Strasbourg, un adversaire qui a toutes les caractéristiques pour te faire voler, quoi. C'est-à-dire que ce pressing, cette rapidité de jeu, si tu mets Kluivert, t'en prends 10, quoi. Donc il va falloir mieux défendre. Je vais quand même aller sur un match nul entre les deux équipes avec des buts. Mais voilà, test assez intéressant aussi pour Strasbourg qui monte en puissance, qui nous régale. Panicelli, super attaquant, complet physiquement, qui t'assomme les défenses, qui joue juste. Voilà, moi je vais aller sur un match nul avec des buts, en espérant que voilà, on se régale. Moi, je vais mettre victoire de Strasbourg 3-2. Je vais assurer la victoire strasbourgeoise en me disant que les carences lyonnaises, alors est-ce que Fonseca privilégie l'Europa League, le championnat, ça je sais pas trop comment il va tourner son équipe aussi. Strasbourg va également jouer en Conference League, c'est à noter également. Et je voulais dire un truc sur l'Olympique Lyonnais, je me souviens plus. Oui, je me dis dans ce moment où t'es en pénurie de défenseurs centraux, où t'as pas beaucoup d'argent pour recruter, t'as quand même claqué quasiment, c'est quoi, c'est 4 briques Kluivert. Bon, je suis pas sûr que ce soit les 4 millions les mieux investis. Pourquoi t'avais prêté Koumbedi, alors qu'il n'est pas le meilleur défenseur central du monde, je viens de croire. Mais je pense qu'il pouvait largement dépanner Saïd Koumbedi sur ce début de saison et dans la rotation, sachant qu'en plus à Wolfsburg il joue pas parce qu'il a une clause où ils doivent l'acheter après 5 titularisations, donc t'inquiète pas qu'ils vont pas le faire jouer cette saison. Il va bien rester sur le banc sagement, je pense.
Donc j'avoue que ça c'est une des interrogations aussi, et je sais pas trop comment Fonseca va faire pendant la trêve, à voir s'il recrute, enfin pendant la CAN, et on va voir s'il recrute pendant la trêve hivernale lors du Mercato. Bref, on va passer à la Ligue 2 tranquillement. Ça va être le point pour enchaîner. Vu qu'on a fini avec la Ligue 1, n'hésitez pas à mettre vos pronos en commentaire. Comme d'habitude, ça nous fait extrêmement plaisir. Ligue 2, on va passer rapidement parce que il y a une journée vendredi avec un Bastia-Laval, notamment les Bastiais qui sont dans le dur, avec un Amine Boutra qui s'est fait une fracture du plancher orbital, je crois, qui sera éloigné de terrain 8 semaines. On était un peu inquiet pour Amine Boutra, parce que c'était un peu violent et qu'il n'était pas dans les meilleures conditions physiques après le choc. C'est resté quand même dans l'inconnu. On espère que ça va aller mieux pour lui par la suite. On a Amiens sur les vidéos de Romain Muna que je n'ai pas pu voir, mais tu l'as visualisé, tu peux en parler un petit peu, qui reste folklorique, mais ça on avait compris qu'Amiens ils étaient déjà en vacances. Annecy, Saint-Etienne, ça pour Saint-Etienne ça va être important. Et nous on tourne le lundi soir, donc on n'a pas encore ce Nancy-Amiens qui nous fait saliver déjà sur le papier. Mais c'est pas grave parce que je vais juste évoquer avant de parler du retour de Flaviente à Rodez. Ça c'était la petite news aussi, Mercato qui est tombé, voilà, le retour de Flaviente, voilà, qui est pour refouler les pelouses françaises du côté de Rodez. Moi je voulais parler de l'AS Saint-Etienne. Alors, c'est pas du tout le bon visuel, c'est ça que je voulais vous afficher. Je vais reprendre juste mon Epic Pen rapidement pour vous afficher à quel point l'AS Saint-Etienne, on a 2-3 trucs à dire dessus. Alors, je vais vous montrer le premier but qu'on s'est face au Mans, parce que Saint-Etienne a perdu 3-2 face au Mans ce week-end, avec des buts largement évitables et un arbitrage qui était catastrophique parce qu'on siffle des hors-jeux sur des touches maintenant. Donc ça c'est folklorique, c'est le football français. Donc le premier but, ça part ici, tac, d'une touche de Stéphanoise. On a un appel des mecs ici. On a surtout l'appel de ce joueur Manso qui va arriver dans l'intervalle ici. Et on a Tardieu qui est ici, qui est déjà un petit peu en retard dans cette action-là. La touche, elle est entre guillemets anodine sur le papier, mais en réalité elle va poser de gros problèmes au Stéphanois, parce que derrière, hop, Tardieu on l'a dit, est en retard, le ballon est dévié ici de la tête. Vous avez le buteur Rabillard qui est ici, qui a son appel, qui est dans le dos de Nadé, qui sera en retard. Vous avez Ferra, le latéral, qui sera au duel avec le joueur Manso qui va centrer, qui va rater complètement son intervention, puisque la lecture de jeu de sa part a été assez malheureusement mauvaise sur cette intervention-là, puisque le Manso ici va toucher le ballon, ça va le dévier, ça va partir en l'air, mauvaise lecture de jeu de la part du latéral stéphanois, ça va passer dans son dos, du coup forcément il est en retard. Nadé, il est à 25 mètres à peu près de l'attaquant de Rabillard, ce qui fait qu'il n'est jamais au marquage, et j'ai l'impression qu'il ne l'a jamais regardé, le Stéphanois pour cela. Le passage donc ici hop, de l'ailier Manso qui va pouvoir aller centrer tranquillement ce ballon. De toute façon, il a pris le devant sur le latéral stéphanois, ça y a pas de souci. Et derrière, sur le but, je suis désolé, mais quand t'es à la 20e minute de jeu et que t'as déjà un mec qui est tout seul en surface de réparation, il n'y a pas un type qui peut le garder. Nadé, il est au chou complet, et je trouve que sur ce match-là, il n'a pas été très bon, et sur les 2 des 3 buts, il est fautif, parce qu'à chaque fois, il est pas au marquage, il est à la rue encore une fois. Et ça a été criant de chez les Stéphanois, c'est ce côté très brouillon sur ce match contre Le Mans. Et j'ai vu déjà des gens remettre en question quelques choix d'Eric Cordeland. Est-ce que tu penses qu'il a pas déjà atteint un certain plafond de verre, Eric Cordeland? Alors je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais c'est vrai que ces Stéphanois ont été sur récemment contre Guingamp et là contre Le Mans très très brouillon et sans idée quoi. Ouais, il y a beaucoup d'inconstance, notamment à domicile. Ouais. C'est assez surprenant devant normalement le chaudron qui doit te pousser. C'est un effet un peu paralysant, et c'est vrai que ce Saint-Etienne-là est quand même, on a les mêmes mots que l'année dernière, c'est-à-dire une équipe qui peut être séduisante, mais qui se fait punir par ses innombrables erreurs défensives. Alors c'est un peu moins criant en Ligue 2, mais le souci c'est que t'en as toujours, ça plombe, et pour l'instant, t'as pas fait le trou sur tes concurrents. Voilà, t'es dans un groupe de tête, t'as pas fait d'écart sur des potentiels, on va dire, revenants comme Reims, Montpellier, c'est pas encore fini. Donc, situation pas si simple que ça, Saint-Etienne, et si t'as toujours cette inconstance, à un moment donné, le cas Nantes va se poser, parce que tu peux pas te louper sur une non-montée, alors que, entre guillemets, t'as conservé ton coach, quitte à sacrifier un maintien en Ligue 1, pour asseoir tes principes de jeu. Et pour l'instant, on n'a pas des principes éclatants non plus aussi. Il y a des choses qui ont été très intéressantes à Saint-Etienne, mais c'est vrai que
ce dernier mois et demi, il y a 2-3 phases où c'est un petit peu plus poussif Et pour les comme un postes. symbole, comme quand l'un de tes buteurs c'est Tardieu, que Sur une belle aspiration. quasiment tu ne veux pas prolonger, Mm. c'est un peu problématique, quoi. C'est vrai. Et ils ont été poussifs contre Grenoble fin août. Ils ont été poussifs contre Clermont. Ils gagnent, certes, mais ils ont été mis en difficulté par un Clermont qui n'est pas non plus extravagant cette saison-là. Contre Guingamp, ils sont au chou. Contre Amiens, ils gagnent. Bon, après Amiens, moi je comprends rien, donc c'est pas grave. Contre Montpellier, j'ai trouvé ça plutôt cohérent. Et contre Le Mans, à nouveau brouillon. Donc voilà, on va prendre le temps tranquillement. Mais là, tu vas jouer Annecy, pas simple à manœuvrer, qui est chiante à jouer. Et derrière, c'est Pau, qui est quand même sur une vraie surprise de ce début de saison. On l'avait pas senti celui-là, mais les Palois sont vraiment extrêmement intéressants et séduisants à regarder. Et début novembre, tu vas à 3. Qui pour le coup, elle est une équipe très très cohérente avec un Taoufik Ben Tayeb qui continue à claquer, ça fait plaisir. Donc à voir pour cette Ligue 2, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou on peut conclure sur la Ligue 2. Non, et certitude, 3 qui continue son bon bout de chemin. Montpellier, à voir s'ils confirment, mais contre Dunkerque, je les ai trouvés très 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 cohérents. Voilà, et derrière, après, on va dire les losers magnifiques, Clermont, Amiens, qui continuent à faire du grand n'importe quoi. Ils me font penser les deux au... Alors, je sais pas si tu auras la référence au Cyclope dans Galactic Football. Toujours cette stupidité de continuer dans le n'importe quoi, mais... En principe, il est pas forcément très malin, mais on y va tout droit. Voilà. Et puis les deux, ils sont fous. Et que ce soit en interne ou sur le terrain, c'est folklorique. Hein. Bref. Parce que là, on verra, hein, peut-être qu'ils vont gagner à Nancy, mais si tu perds contre Nancy, ça a commencé à chauffer côté amiénois, quoi. C'est ça. Et on l'avait peut-être senti, celui-là. J'ai peut-être eu le pif, ça, sur le début de saison. Mais bon, ça fait partie de nos bons pronos. Voilà. Pour les mauvais pronos qu'on a, on peut bien satisfaire des bons qu'on a. Et voilà. Bref, c'était la petite parenthèse Ligue 2. On a fait les promos de la Ligue 1. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch, sur Spotify, je l'ai dit en préambule, sur TikTok également. Vous pouvez faire vos pronos en commentaire, ça n'hésitez pas, donner vos avis sur les sujets qu'on a évoqués, que ce soit l'arbitrage, Lucas Chevalier, la Saint-Etienne, ce que vous voulez. Ça nous fait plaisir d'échanger. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, nous retrouver pour les vidéos rugby également plus tard dans la semaine. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très très bon week-end de football, une très bonne semaine européenne également. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.